allons essayer de corriger ensemble la série numéro 3. Donc cette série se rapporte au chapitre numéro 2, bien sûr dans lequel on a essayé donc, de traiter donc, les fonctions de l'activité économique, à savoir l'investissement et la consommation. Alors on commence par l'exercice numéro 1. Donc vous avez ici une fonction de la consommation, comme vous le remarquez. Donc la fonction de consommation, dans ce cas-là, c'est égal à 0,25 y, c'est le revenu national, plus 2000. D'abord, il convient donc d'expliquer donc, les composantes de cette équation. Nous avons donc c'est le montant total de la consommation agrégée, c'est-à-dire la consommation globale de l'économie, y le revenu national. Voilà, vous remarquez ici qu'il y a deux composantes, 0,25 y, c'est ce qu'on appelle la consommation induite par le revenu national, induite parce qu'elle est dépendante et les fonctions du revenu, et une partie autonome, indépendante du revenu, ce qu'on appelle donc la partie autonome de la consommation agrégée ou bien globale, appelée également la consommation incompressible. Incompressible, pourquoi? Parce que si y est égal à 0, c'est-à-dire si le revenu national est égal à 0, nous avons une consommation qui est fixe, donc qui est égale à 2000. La première question consiste à calculer la proportion marginale à consommer. Tout d'abord, il convient donc de rappeler c'est quoi la proportion marginale à consommer. Donc la proportion marginale à consommer indique de combien augmente la consommation quand le revenu augmente d'une unité monétaire supplémentaire. Voilà, ça c'est la définition. Donc dans ce cas-là, donc comment se calcule la proportion marginale à consommer? Donc si l'augmentation est discrète, on calcule la proportion marginale à travers le rapport entre la variation donc de la consommation et la variation du revenu, bien sûr dans l'hypothèse de l'indivisibilité, c'est-à-dire lorsque l'augmentation du revenu bien sûr est égale à une unité monétaire, mais lorsque l'augmentation est indivisible, dans l'hypothèse de l'indivisibilité. Mais lorsqu'il s'agit donc d'une hypothèse de continuité, c'est-à-dire lorsqu'on raisonne en termes de fonction, le delta y donc tend vers 0. Donc dans ce cas, on calcule la proportion marginale à consommer à travers la limite de la fonction de la consommation, la variation de la consommation par rapport au revenu, c'est-à-dire la dérivée de la fonction de la consommation par rapport au revenu. C'est-à-dire pour calculer la proportion marginale à consommer, il convient donc de dériver, de chercher la dérivée donc de la consommation par rapport au revenu. Si on fait donc la dérivée de la consommation par rapport au revenu, on obtient donc 0,25. La question qui se pose, quelle est donc la lecture qu'on peut donner de ce résultat? Comme je viens de l'expliquer, donc la proportion marginale à consommer indique combien augmente la consommation quand le revenu augmente d'une unité monétaire. Donc tout simplement lorsque le revenu augmente d'une unité monétaire, la consommation augmente de 0,25 unités monétaires. Voilà, donc autrement dit, si le revenu national augmente de 100 dirhams, la consommation augmente de 25 dirhams. Voilà. En termes d'unité, si le revenu augmente d'une unité monétaire, donc la consommation augmente de 0,25 unités monétaires. Voilà. La question 2 consiste à calculer la proportion moyenne à consommer. Je rappelle d'abord c'est quoi la proportion moyenne à consommer. Donc c'est la part du revenu qui est consacrée à la consommation. Donc c'est simple. Donc la proportion marginale à consommer est égale à la consommation divisée divisée par le revenu. On remplace la consommation par son expression 0,25 y plus 2000. On va essayer de déplaquer cette expression en deux, donc 0,25y divisé par y plus 2000 divisé par y. On va retrancher y des deux parties, donc on obtient 0,25 plus 2000 divisé par y. Dans l'hypothèse d'un revenu national qui est égal à 4000 unités monétaires, on obtient donc une proportion moyenne à consommer de 0,75. Autrement dit, donc dans cette économie, 75% du revenu est consacré à la consommation. Voilà. La question 3 maintenant consiste à calculer l'élasticité de la consommation par rapport au revenu. Donc l'élasticité de la consommation par rapport au revenu
permet, donc c'est un coefficient qui permet de mesurer l'impact d'une variation du revenu d'une unité monétaire en pourcentage sur la consommation. Autrement dit, si le revenu varie, que ce soit en augmentation ou bien en diminution en pourcentage d'unité, de pourcentage, de quelle façon va-t-elle réagir la consommation? Voilà. Donc le calcul consiste donc à dériver la consommation par rapport au revenu fois donc le revenu ici, fois le revenu divisé par la consommation. La dérivée de la consommation par rapport au revenu est égale à 0,25. Nous avons ici y. La consommation, on va la remplacer par son expression 0,25y plus demi. Voilà. En introduisant de ce 0,25 ici, on va obtenir donc cette expression-là. Dans l'hypothèse d'un revenu national de 4000 unités monétaires, en remplaçant y par sa valeur, on va donc obtenir donc le résultat suivant. Voilà. Donc comment peut-on lire cette valeur-là, donc ce résultat-là? Donc si le revenu augmente de 1%, la consommation augmente de 0,33%. Et inversement, si le revenu baisse de 1%, la consommation baisse de 0,33%. Étant donné que l'élasticité, son signe est positif, donc cela permet de dire que la consommation varie avec le revenu dans le même sens. Voilà. Passons maintenant donc à l'exercice numéro 2. Donc la première question consiste à définir la notion du revenu disponible. Donc on peut donc définir le revenu disponible comme le revenu qui permet aux agents de financer leurs dépenses de consommation ou d'investissement et d'alimenter par le reste qu'on appelle le répart. Donc celui-ci, donc c'est celui, bien sûr, ce revenu qui reste à disposition des agents, bien sûr après impôt, après avoir donc après être acquitté des charges fiscales, bien sûr dépenses de transfert ou transfert accordé, et bien sûr accordé de la part de l'État. Une fois que les agents, bien sûr, ont reçu un certain nombre de transferts, sous forme de salaire indirect, sous forme d'allocation familiale, etc. Donc autrement dit, donc le revenu disponible, c'est le revenu moins les transferts nets. Par transfert net, c'est les impôts payés moins les transferts reçus. Voilà. Donc mathématiquement parlant, donc le revenu disponible est égal au revenu national moins les impôts directs plus les transferts, ou bien le revenu national plus les transferts moins les impôts directs. Cette partie-là, c'est-à-dire les impôts directs moins les impôts directs plus les transferts, donc c'est ce qu'on appelle donc les impôts nets, bien sûr, de tout transfert reçu. Voilà. Moins les impôts après avoir donc ajouté les transferts, on doit donc soustraire les impôts directs. Donc je répète, donc revenu disponible égale revenu national plus les transferts reçus moins les impôts directs. Voilà, la question 2, c'est une question simple qui consiste donc à représenter graphiquement le nuage des points, le nuage, bien le graphique, un graphique pardon, qui va représenter les courbes, les consommations en revenus disponibles. Donc vous allez obtenir cette présentation, ce graphique-là. Donc on peut constater, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, qu'il y a une relation directe entre revenu et consommation, dans la mesure où cette courbe est croissante. Donc si le revenu augmente, la consommation augmente. Voilà, donc mais la question qui se pose, est-ce que cette augmentation suit le même rythme? C'est-à-dire si le revenu augmente d'un tel pourcentage, est-ce que la consommation va-t-elle réagir dans le même sens avec le même pourcentage? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir donc à travers la loi psychologique fondamentale de Keynes. La question suivante consiste bien sûr à déterminer la fonction de la consommation à partir des données que vous avez. Donc on sait déjà que la consommation a une forme donc de la forme donc C égale à x plus b. Donc il faut donc déterminer les deux variables, que ce soit le a et le b. Donc pour cela nous allons prendre comme exemple la période T1 et la période T2. Donc la période T1, nous avons
je reviens donc au graphique. Nous avons une consommation de 860. Voilà, 860. Donc, pour cette valeur, nous avons un revenu qui est d'une valeur de 1000 unités monétaires. Donc, écrivons donc l'expression C égale voilà, petit c y d plus c0. Donc, passons à l'instant t2. Nous avons une consommation de 9001, bien sûr, qui correspond à un revenu national en 2050. La même formule, donc c égale c0 y d plus c0. Donc, vous avez ici un système de deux équations avec deux inconnus, à savoir petit c, grand c0. Donc, pour trouver les deux variables, donc les deux inconnus, il convient donc de soustraire, de faire donc l'équation 2 moins l'équation numéro 1 afin d'éliminer ce 0. Donc 901 moins 860, ça va donner 41. 1050 moins 1000, ça va donner 50C. C0 moins C0, donc c'est 0. Donc on va donc trouver le petit c, c'est-à-dire 41 divisé par 50, ça va donner 0,82. Maintenant, vous pouvez remplacer ces petits c dans l'une des deux équations pour trouver donc ce 0, et finalement vous allez trouver donc l'équation c égale 0,82 yd plus 40. Donc c'est un simple travail mathématique qui consiste à résoudre un système de deux équations avec deux inconnus. On ne va pas donc revenir aux méthodes mathématiques puisque vous l'avez déjà traité. Voilà, donc l'essentiel c'est de trouver donc ces deux éléments, petit c, c'est 0,82 et C0, c'est-à-dire la consommation incompressible 40. Voilà, la question suivante consiste bien sûr à déduire de cette équation les deux composants de la consommation comme je viens de l'expliquer dans l'exercice numéro 1. Il y a une consommation incompressible de 40, c'est la consommation indépendante du revenu, et une consommation proportion marginale à consommer, bien la partie donc ou bien la dérivée de la consommation par rapport au revenu, donc c'est la proportion marginale à consommer. Voilà. La question 3 I donc consiste à calculer le montant de l'épargne. Mais tout d'abord, il faut donc déduire l'équation de l'épargne. Donc on sait déjà que l'épargne est la partie non consommée du revenu disponible, c'est-à-dire YD moins C. Voilà, donc YD la voilà, donc on va remplacer C. On va remplacer C par son expression. Vous avez ici un moins. Voilà, moins. Entre parenthèses, j'ai mis donc l'expression de la consommation, à savoir 0,82 YD plus 40. Si on donc simplifie cette équation là, on va trouver donc YD moins 0,82 YD, ça va donner 0,18 YD moins plus moins 40. Voilà, donc vous allez donner donc pour l'instant T, vous allez donc remplacer dans cette équation le revenu par sa valeur dans l'instant T1, T2, donc T3, T4 et ainsi de suite, et vous allez donc trouver les différentes valeurs de l'épargne correspondante. Puisque vous savez déjà les valeurs du revenu disponible, vous allez tout simplement remplacer le revenu par sa valeur et vous allez donc déduire directement la valeur de l'épargne. Voilà. La question suivante consiste donc à calculer la proportion moyenne à consommer. Donc la proportion moyenne à consommer, à l'instar de la proportion marginale à consommer, consiste à déterminer le rapport entre l'épargne et le revenu disponible. Voilà. Si la proportion moyenne à consommer permet de calculer la part que les agents de cette économie accordent ou bien consacrent à la consommation, la proportion moyenne à épargner consiste à savoir la part consacrée à l'épargne dans le revenu disponible. Voilà, donc tout simplement nous avons ici donc les valeurs, nous avons les valeurs du revenu disponible, nous avons ici les valeurs de la consommation. Donc l'épargne, c'est le revenu disponible moins la consommation. Prenons le premier exemple. Donc 1000 moins 860, ça va donner 140. La proportion moyenne à épargner, je vais vous expliquer un exemple et vous allez faire la même chose pour les autres exemples. Donc c'est l'épargne. C'est l'épargne 140 divisé par 1000, ça va donner 0,14. Et vous allez faire la même chose pour les autres valeurs du tableau. C'est-à-dire vous allez diviser la quatrième colonne
sur la deuxième colonne. S divisé par YT. L'épargne divisé par YT, c'est-à-dire la part consacrée à l'épargne, donc le revenu disponible. Voilà. Donc après avoir donc calculé l'épargne, la question 4 consiste à calculer la variation. La variation c'est simple, donc la valeur, on ne peut pas bien sûr commencer par calculer la variation à partir de la première période puisque nous n'avons pas une période auparavant. On va commencer à travers, ou bien à partir de la deuxième période. Donc 149 moins 140 ça va donner 9, 158 moins 149 ça va donner 9 et ainsi de suite. Donc la variation c'est tout simplement la valeur d'une grandeur, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Oui, la question 5 maintenant consiste à calculer la propension marginale à épargner. La propension marginale à épargner consiste donc à calculer le rapport entre la variation de l'épargne et la variation du revenu disponible. Nous avons déjà calculé la variation donc de l'épargne. La voilà. 3,6, 5,4 et 9. Donc pour calculer la propension marginale à épargner dans la période 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la variation de l'épargne, elle est là. Vous allez calculer la variation du revenu, c'est-à-dire 1050 moins 1000. Et vous allez faire le rapport, c'est-à-dire 9 divisé par 1050 moins 1000. Et vous allez trouver donc 0,18. Et vous allez faire la même chose pour les autres valeurs du tableau. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la propension marginale à épargner étant constante. On peut donc trouver cette valeur à travers une deuxième méthode. C'est quoi? Donc c'est dériver, c'est chercher la dérivée de la fonction de l'épargne par rapport au revenu. Donc n'oubliez pas qu'on a trouvé tout à l'heure que la fonction de l'épargne, je reviens donc à la fonction de l'épargne, elle est là, voilà, elle est là. Vous avez remarqué ici, donc l'épargne est égale 0,18 YT moins 40. En faisant la dérivée de l'épargne par rapport au revenu disponible, on va trouver donc 0,18. Donc le tableau permet de confirmer ce résultat. Donc on constate que la propension marginale à épargner étant constante. Un autre constat, c'est que si on fait la somme des deux propensions marginales à épargner et consommer, on va trouver donc combien? On va trouver 1. Voilà. C'est logique pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qui est non consommé est automatiquement épargné. Si vous avez une unité monétaire comme revenu, 0,82 sera consommé et le reste sera épargné. Voilà, de toute façon, nous avons deux composantes de revenu, à savoir la consommation et l'épargne. Donc finalement, la propension marginale à consommer plus la propension marginale à épargner doit être égale à 1. Voilà, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Cet exercice, bien sûr, consiste à adresser ce tableau. Donc ce tableau, vous avez donc l'équation de revenu global, donc C égale 0,7 Y plus 20. Vous allez donc calculer la propension moyenne à consommer, la propension marginale à consommer. On a expliqué tout à l'heure comment ça on fait. Donc pour calculer la propension moyenne à consommer, on divise C par Y, donc 90 divisé par 100, 104 divisé par 120 et ainsi de suite. La propension marginale à consommer, on doit donc faire le calcul à travers de la période sur le trimestre, puisque on est obligé donc de calculer la variation de la consommation divisé par la variation du revenu, c'est-à-dire 104 moins 90 divisé par 120 moins 100. Voilà. Donc pour la période suivante, donc la même chose, 118 moins 104 divisé par 140 moins 20. Et vous allez trouver donc que la propension marginale à consommer étant constante et elle est égale à la dérivée de la consommation par rapport au revenu, c'est-à-dire 0,7. Commentaire. Donc comment on peut faire le commentaire de ce tableau là? D'abord on doit donc analyser d'abord le comportement du revenu. On constate d'abord que le revenu il est croissant à partir du trimestre 1 jusqu'au trimestre 3. Donc il passe de 100 à 140. Voilà, donc ça c'est la première période. Au-delà de cette période-là, donc le revenu va baisser.
va baisser donc jusqu'au trimestre 6, donc en passant de 140 à 90. Puis donc le revenu va augmenter par la suite. Donc ça c'est le comportement de revenu. On va essayer maintenant de voir comment réagit donc la consommation. La consommation donc elle est croissante, donc 90, 104, 118. Donc elle suit donc le rythme du revenu. Par la suite donc la consommation va baisser, donc et elle va augmenter donc par la suite. Donc on constate qu'il y a le même comportement, c'est-à-dire la consommation suit le même comportement de celle du revenu. Mais maintenant, essayons de voir comment ça se passe au niveau de la propension moyenne à consommer. On constate que lorsque le revenu augmente, la propension moyenne à consommer baisse. Regardez bien, la propension moyenne à consommer passe de 0,9, 0,86, 0,84. Voilà, donc même si la consommation augmente, mais le rythme n'est pas le même. Donc la propension, la part consacrée à la consommation dont le revenu qui augmente baisse. Donc ce constat donc reflète donc la loi psychologique fondamentale, la loi psychologique fondamentale de Keynes qui stipule que explique que les revenus augmentent plus les personnes concernées consomment. C'est-à-dire on suit le même rythme. C'est ce qu'on a confirmé d'après ce tableau. C'est-à-dire il y a une relation directe, positive entre revenu et consommation. Si le revenu augmente, la consommation augmente. Mais le rythme n'est pas le même. Une fois on atteint un certain seuil, à partir du revenu, une partie du revenu sera donc non pas consacrée à la consommation, mais consacrée à l'épargne. C'est-à-dire que la consommation augmente avec le revenu, mais de façon moins proportionnelle. C'est ça donc le fondement de la loi psychologique fondamentale. Au fur et à mesure que le revenu augmente, la consommation augmente, mais avec un rythme moins que proportionnel que l'augmentation du revenu. Voilà. Donc on va récapituler, donc commentaire du tableau, la phase d'expansion allant du premier trimestre au trimestre 3 et du trimestre 6 au trimestre 7. La phase de récession, c'est-à-dire lorsque le revenu baisse, allant du trimestre 3 au trimestre 6. Donc ce tableau permet donc de confirmer la loi psychologique fondamentale de Keynes, en effet. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, c'est un exercice, voilà, qui consiste donc à calculer, donc qui traite la notion de l'investissement. Donc dans cet exercice, nous allons manipuler l'un des critères de choix de l'investissement. En réalité, il y a plusieurs critères qui permettent donc d'étudier la rentabilité des investissements. Nous avons ici donc la VAN, la valeur actuelle nette. Nous avons également d'autres critères, à savoir l'indice de profitabilité. Nous avons également le taux interne de rendement et le délai de récupération. Donc la VAN, c'est quoi? Donc la VAN consiste à comparer les flux ou bien les revenus qui sont générés par un investissement après avoir donc les actualisés. On va donc les comparer, si vous voulez, avec la dépense initiale, c'est-à-dire le I0 ou bien la dépense la dépense initiale. Il convient de prendre en considération le facteur temps. Pour cela, il faut donc faire de l'actualisation. Donc la méthode qui va nous permettre donc de calculer la VAN, c'est la somme des revenus, voilà, la somme des revenus bien sûr actualisés, moins C0. Donc nous avons ici 4 projets, donc on va essayer donc de calculer pour chacun la VAN à des taux différents, voilà. Donc pour le premier projet, c'est-à-dire lorsque le taux est égal, le taux de l'actualisation est égal à 0%, nous avons une vague positive. C'est la même chose donc pour les projets 3, le projet 3, le projet 4, alors que pour le projet 2, c'est moins. Donc je vous rappelle d'abord une chose, la vanne peut être exploitée selon 2 dimensions. Pour un projet donné, si la vanne est positive, donc c'est un projet rentable. Si la vanne est négative, donc c'est un projet non rentable, c'est-à-dire que les flux générés par le projet
après avoir fait de l'actualisation, ne permettent pas de couvrir la dépense initiale. Donc une vanne négative conduit donc à rejeter le projet. Une vanne positive conduit donc à accepter le projet. Mais lorsqu'il s'agit d'un choix entre plusieurs projets, donc on doit donc choisir le projet pour lequel la vanne est la plus élevée. Donc dans ce cas, donc, à un taux d'actualisation égal à 0%, il convient de choisir le projet 1 parce que sa vanne est la plus élevée. Donc si le taux d'actualisation, d'abord une autre remarque, c'est que lorsque le taux augmente, le taux d'actualisation augmente, la vanne diminue. Donc c'est ce qu'on remarque donc d'après la troisième ligne, colonne pardon, à un taux de 2%, on constate que les vannes ils ont baissé. Donc en se basant sur un taux de 2%, on constate que le projet 2 il est toujours à écarter parce que sa vanne est en négative. La même chose donc, il vaut mieux choisir donc le projet 1 parce que sa vanne est la plus élevée. Voilà. Donc comme commentaire, donc pour i égale à 0% et i égale à 2%, les projets 1, 3 et 4 présentent une vanne positive, mais le choix doit être en faveur de celui qui présente la vanne la plus importante. En effet, donc l'entreprise doit choisir le projet 1. Voilà. Donc je reviens au tableau, donc le projet 1. Voilà. Mais lorsque le taux atteint le niveau 5, on constate que la vente du projet 4 devient plus importante que la vente du projet 1. Donc c'est pour cela donc pour i égale 5%, les projets de 1 jusqu'à 4 présentent des vannes positives, mais le choix doit être en faveur de celui qui présente la vanne la plus importante, c'est-à-dire le projet 4. Bien sûr, donc au terme de cette présentation, je vous remercie donc et à bientôt.